L'eau des pâtes bouillonnait sur le feu tandis que Cole Maddox remuait la sauce marinara. De la vapeur s'échappait de la casserole, embuant ses lunettes un instant avant qu'il ne les essuie. Sa fille de 13 ans, Brie, était assise au comptoir de la cuisine. Les devoirs s'étalaient sur la surface, mais son crayon n'avait pas bougé depuis 10 minutes. « Ça va, ma puce ?» demanda Cole en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Son entraînement militaire lui avait appris à remarquer quand quelque chose clochait, et le silence de Brie lui semblait plus pesant que d'habitude. Elle leva les yeux, ses yeux marrons cernés de rouge. « Papa, où est maman ce soir ?»« Charlotte, une autre conférence. » Cole jeta les pâtes dans la passoire, laissant la vapeur l'entourer. « Elle reviendra demain. » Le visage de Briard se décomposa. Le crayon lui glissa des doigts et tomba par terre. Brie. Cole posa la passoire et se tourna pour lui faire face. Qu'est-ce qui ne va pas? Le barrage a cédé. Des larmes coulèrent sur son visage tandis que ses épaules tremblaient. Cole s'approcha d'elle et posa une main ferme sur son dos. Je ne peux plus faire ça, papa. Je ne peux pas faire comme si tout était normal. La mâchoire de Cole se serra. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle te ment. Les mots sortirent d'un coup entre deux sanglots. À propos des voyages, de tout. Cole tira la chaise à côté d'elle et s'assit. Sa voix resta posée. Dis-moi ce que tu sais. Brie s'essuya le nez avec sa manche. Le mois dernier, quand tu t'es endormi sur le canapé après ton service, elle a amené quelqu'un ici. Un homme. Je les ai entendus parler dans la cuisine. La pièce devint silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Les mains de Cole restèrent immobiles sur le comptoir, mais son esprit s'emballa. « Que as-tu entendu ?» dit-elle. La voix de Briard se réduisit à un murmure. Elle dit qu'elle aurait aimé que tu disparaisses. Que tout serait plus facile si tu n'étais plus là. Cole sentit une sensation de froid s'installer dans sa poitrine. Pas vraiment de la surprise. Plutôt la confirmation d'un soupçon qui le refoulait depuis des mois. Autre chose? Je l'ai vu le faire entrer en douce 3 fois. Toujours pendant que tu dors. Il a un camion. Bleu foncé. Et papa. Elle leva les yeux vers lui avec des yeux effrayés. J'ai peur. Cole tendit la main et lui serra la sienne. Tu as bien fait de me le dire, et tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je vais gérer ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais découvrir la vérité. Toute la vérité. Il se leva et éteignit le feu sous la sauce. Mais d'abord, on va dîner et tu vas me raconter ta journée. Des trucs normaux. Tu peux faire ça? Brie hocha la tête en s'essuyant les yeux. C'est bien. Et Brie, ça reste entre nous pour l'instant. Tu comprends? Oui, monsieur. Cole leur servit leurs assiettes, ses mouvements automatiques tandis que son esprit évaluait les possibilités. Mara était différente ces derniers temps. Distante, plus critique sur les petits détails, plus impatiente de partir en voyage d'affaires. Il avait attribué ça au stress au travail. Mais maintenant, papa, oui, s'il te plaît, ne la laisse pas te faire de mal. Cole croisa le regard de sa fille. Elle n'en aurait pas l'occasion. Cole attendit 2 heures du matin pour commencer. Marlowe ne serait de retour que le lendemain soir, ce qui lui laissait le temps de travailler sans interruption. Il était assis à son bureau dans une chambre d'amis, ordinateur portable ouvert, l'esprit concentré comme il ne l'avait pas été depuis l'armée. D'abord, la caméra de la sonnette. Leur système conservait des images pendant 60 jours. Cole parcourut la chronologie à l'envers, à la recherche de tout élément inhabituel lors des prétendus voyages d'affaires de Mara. 3 semaines auparavant, une Ford F1 bleu foncé s'était garée de l'autre côté de la rue à 23h47. L'horodatage indiquait que Marlowe était censé être à Atlanta. Le camion disparut à 6h23. Les doigts de Doc Cole parcoururent le clavier avec une efficacité éprouvée. Il consulta leur forfait téléphonique commun et vérifia les données de localisation. La nuit où le camion apparut, le téléphone de Mara indiqua des antennes relais à Raleigh, et non à Atlanta, qu'il fit une liste. Date, heure, divergence. Le schéma se dessina clairement. Le téléphone de Mara resta local pendant au moins la moitié de ses réclamations. Ensuite, leur compte bancaire. Cole le consulta rarement, Mara gérant la plupart de leurs finances, mais son accès restait actif. Il parcourut les transactions récentes à la recherche d'anomalies. Là,
un virement de $1200 à un certain Gilles Rhin. Un autre 2 semaines plus tard. Puis un autre. Cole ouvrit un nouvel onglet de navigateur et chercha Gilles Rhin Raleigh. Les résultats lui glacèrent le sang. Jesse Rhin, 34 ans, propriétaire d'Iron Core Gym. 2 arrestations pour agression, une condamnation pour coups et blessures avec arme mortelle. Condamnation avec sursis pour avoir imprimé la photo d'identité judiciaire. Mâchoire carrée, yeux froids et musclés. C'était l'homme qui venait chez lui. Cole se cala dans son fauteuil, réfléchissant. Sa femme entretenait une liaison avec un criminel violent. Elle mentait sur ses allées et venues et, selon Brier, elle voulait qu'il parte, mais il devait y avoir autre chose. Cela semblait plus grave qu'une simple liaison. Cole se souvint de quelque chose et alla dans leur chambre. Dans la boîte à bijoux de Mara, derrière la boucle d'oreille qu'elle ne portait jamais, ses doigts trouvèrent ce qu'il cherchait. Le deuxième téléphone. Il l'avait remarqué des mois auparavant, mais n'y avait pas prêté attention. Mara prétendait qu'il était vieux, cassé. Mais lorsque Cole appuya sur le bouton d'alimentation, l'écran s'alluma, le téléphone était verrouillé, mais Cole connaissait les habitudes de Mara. Il essaya son mot de passe habituel. Incorrect. Il essaya leur anniversaire. Incorrect. Puis il se souvint de son frère Danny, mort dans un accident de moto 5 ans plus tôt. Cole saisit l'anniversaire de Dee. 0824 Le téléphone se déverrouilla. Les mains de Doc Cole s'immobilisèrent tandis qu'il fixait l'écran. Des textos avec Jesse. 4 mois en arrière. Il fit défiler l'écran jusqu'en haut et commença à lire. Jesse, quand vas-tu lui dire? Mara, bientôt. J'ai besoin de plus de temps pour tout organiser. Jesse, j'en ai marre de me faufiler. Soit tu le quittes, soit j'arrête. Mara, tu sais que ce n'est pas si simple. Il y a trop d'argent en jeu d'hôte. Cole serra les mâchoires tandis qu'il poursuivait sa lecture. Mara, la police d'assurance est active. Il faut juste être patient. Jesse, quelle patience. Je veux commencer notre vie ensemble. Mara, très bientôt. Fais-moi confiance. Cole fit défiler les messages vocaux. La voix de Mara emplit la pièce silencieuse. Cléo, c'est moi. Je pense que nous sommes prêts à aller de l'avant. La police d'assurance que Cole a signée. Le mois dernier est active. C'est $1 million, le double en cas de décès accidentel. Une autre voix répondit. Femme, es-tu sûre de ça? On ne peut plus revenir en arrière une fois qu'on a commencé. J'en suis sûr. Jesse sait quoi faire. Il nous faut juste une bonne occasion. Cole arrêta la lecture. Ses mains tremblaient. Cléo Bellamy, la meilleure amie de Mara depuis la fac. Ils planifiaient ça ensemble. Il fit défiler la page et trouva un brouillon de messages enregistrés, jamais envoyés. C'est le moment. Une fois qu'il l'aura bu, je dirai que c'était un accident. La police d'assurance est active. Cole fixa le message un long moment. Puis il navigua prudemment dans les paramètres du téléphone et trouva les options de sauvegarde. Il le connecta à son ordinateur portable et copia tout. SMS, journaux d'appel, photos, messages vocaux. Une fois le transfert terminé, il remit le téléphone exactement là où il l'avait trouvé. De retour dans la chambre d'amis, Cole ouvrit sa liste de contacts et la fit défiler jusqu'à un nom qu'il n'avait pas appelé depuis 2 ans. Tandis que Tyran, son ancien coéquipier d'Afghanistan, donnait maintenant des cours de survie à Asheville. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix grave ne réponde. Cole, j'espère que ça va aller. Il est 3 heures du matin. J'ai besoin de renfort pendant qu'on me traque chez moi. Une pause. Quel genre de renfort? Le genre qui me maintient en vie. Tu peux arriver à Raleigh en moins de 6 heures. À quoi avons-nous affaire? Cole examina les preuves éparpillées sur son bureau. Ma femme veut ma mort et elle a de l'aide. Je serai là. Cole passa les heures restantes avant l'aube à organiser ses preuves. Il créa des dossiers sur son ordinateur portable, dossiers financiers, données de localisation, communication, vérification d'antécédents. Chaque fichier était étiqueté et daté. S'il lui était arrivé quelque chose, les preuves expliqueraient pourquoi, dès que Brier se réveilla pour aller à l'école, Cole s'était transformé en ce père calme et posé qu'elle connaissait. Il lui prépara le petit déjeuner, vérifia ses devoirs, la renvoya à l'école avec une accolade qui dura quelques secondes de plus que d'habitude.
10 heures. Elle frappa à la porte d'entrée. Tyran, lui, ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce qu'il était, un ancien agent des forces spéciales qui avait troqué son uniforme contre des vêtements civils, mais gardait l'esprit guerrier. Grand, mince, avec des fils gris dans la barbe et des yeux qui ne manquaient de rien. « Tu as une mine d'enfer, dit-elle en entrant. Je vais me sentir pire. Café. Ils s'assirent à la table de la cuisine pendant que Cole disposait tout. Le téléphone caché, les SMS, la police d'assurance, le schéma de mensonge. Lee écouta sans interruption, son expression devenant plus dure à chaque révélation. « Montre-moi les messages vocaux, dit une fois Cole terminé. Cole les repassa. La voix de Mara évoquant un meurtre comme un projet de dîner. Les encouragements de Cléo. L'impatience de Jessie. Combien de temps avant son retour, demanda-elle 6 heures. Et la gamine à l'école jusqu'à 15 heures. Je dois trouver un moyen de la protéger. Elle hocha la tête. Il faut que les forces de l'ordre interviennent. C'est trop difficile à gérer seul. Je connais quelqu'un, Mark Ellison, l'adjoint du shérif. Je le connais depuis le lycée. C'est un homme solide. Appelle-le. 20 minutes plus tard, le shérif adjoint Mark Ellison était assis dans le salon de Cole pour examiner les preuves. Mark était plus jeune que Cole de 5 ans, mais sa réputation de rigueur policière était incontestée. C'est important, dit Mark en parcourant les captures d'écran du téléphone. Mais il faut qu'elle agisse. Planifier ne suffit pas pour une tentative de meurtre. Que veux-tu dire, demanda Cole. Pour l'instant, il s'agit d'un complot, peut-être d'une fraude. Mais si on veut l'arrêter pour tentative de meurtre, il faut qu'elle passe à l'acte dans un environnement contrôlé où personne ne sera blessé. Là, penche-toi en avant. Une opération d'infiltration. Exactement. Cole, es-tu prêt à prendre des risques pour la prendre en flagrant délit? Cole repensa au visage baigné de larmes de Briard, à sa peur, à sa supplication pour qu'il divorce de Mara. Il repensa au calcul froid dans la voix de sa femme tandis qu'elle planifiait sa mort. Que voulez-vous que je fasse? Donnez-lui une chance, un endroit isolé où nous pourrons contrôler la situation et tout enregistrer. La maison au bord du lac, dit aussitôt Cole. Elle a toujours adoré cet endroit et c'est suffisamment privé pour tout ce qu'elle prépare. Mark hocha la tête. Pouvez-vous emmener ce week-end? Je peux essayer. Et briller? Elle est chez des proches. Quelque part où votre femme ne peut pas la joindre. Cole sortit son téléphone. Ma sœur vit en Virginie. Brier adore y rester. Bien. Appelle-la tout de suite. Pendant que Cole s'occupait de la sécurité de Brier, Mark et elle réglaient les détails opérationnels. Équipement de surveillance, plan de secours, signaux d'urgence. Une dernière chose. Mark dit à la fin de son appel de Cole, une fois que ça aura commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Si elle mord à l'hameçon, elle essaiera de te tuer. Êtes-vous prêt? Cole examina les preuves éparpillées sur sa table basse. Photo de Jessie Rhin, transcription de plan de meurtre, relevé bancaire montrant sa femme en train de voler leur compte commun. Elle m'a déjà tué, dit Cole doucement. Je n'ai juste pas encore arrêté de respirer. Cole attendit que Mara ait déballé ses affaires de son voyage d'affaires avant de passer à l'action. Elle traversa leur chambre comme une étrangère en visite à l'hôtel, efficace et détachée. Lorsqu'elle se pencha pour l'embrasser sur la joue, le geste lui parut répété. Comment était Charlotte? Demanda-t-il en observant attentivement son visage. Ennuyeux, toujours les mêmes absurdités d'entreprise. Elle ne l'a pas regardé dans les yeux. Je suis épuisé. On devrait peut-être prendre un week-end. Rien que tous les deux. Mara marqua une pause et plia ses vêtements. Que avais-tu en tête? La maison au bord du lac. On n'y est pas allé depuis l'été dernier. Ce serait peut-être bien de se reconnecter. Cole vit une lueur sur son visage. Calcul des intérêts. Ça a l'air bien, dit-elle lentement. Qu'en pensais-tu? Ce week-end. Briard va rester chez ma sœur. Leur première soirée pyjama depuis des mois. Ce week-end. La voix de Mara était trop enthousiaste. Elle se reprit et modéra son ton. Enfin, oui, ça pourrait marcher. Je vais appeler pour m'assurer que c'est disponible. Cole quitta la pièce et appela Mark depuis la cuisine. Elle mordit à l'hameçon. Parfait.
Tout sera prêt d'ici vendredi après-midi. Vous vous souvenez des signaux? Je m'en souviens. Ce soir-là, Cole aida Brie à faire ses valises pour son voyage en Virginie. Elle était impatiente de revoir ses cousins, mais son regard était empreint d'inquiétude. « Tu es sûr que tout ira bien ?» demanda-t-elle doucement. « Je te le promets. Et quand tu reviendras, les choses seront différentes, meilleures. » Elle le serra fort dans ses bras. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon petit. Plus que tu ne le penses. » Vendredi matin, Cole a conduit Brie chez sa sœur à Richmond. Les 3 heures de route lui ont donné le temps de réfléchir, de se préparer mentalement à ce qui allait arriver. Lorsqu'il a serré Brie dans ses bras, il s'est retenu un instant de plus que nécessaire. « Sois prudent », a-t-elle murmuré. « Je le suis toujours. » Sur le chemin du retour, Cole a appelé Lyle. Le matériel est en place. L'équipe de Mark a terminé il y a 1 heure. Caméra, audio, suivi GPS sur les 2 véhicules. Nous serons positionnés à 400 mètres, assez près pour réagir rapidement. Et Jesse est sous surveillance depuis hier. S'il se dirige vers le lac, nous le saurons. Cole est rentré chez lui et a trouvé Mara en train de préparer leur sac de week-end. Elle semblait presque excitée, fredonnant doucement en pliant des vêtements. « Prêt pour notre escapade ?» a-t-elle demandé, impatiente. Ils ont roulé jusqu'au lac dans le camion de Cole, Mara discutant du stress du travail et de ses besoins. Cette pause. Cole donna les réponses appropriées, l'esprit concentré sur son plan. La maison au bord du lac se trouvait sur un terrain boisé de 800 mètres carrés, suffisamment loin des voisins pour garantir son intimité. Cole l'avait hérité de son père, et Mara et lui avaient passé leur premier week-end de mariage. Maintenant, il avait l'impression de se diriger vers sa propre mort. « C'est si paisible ici », dit Mara en déchargeant leurs bagages. « J'ai oublié à quel point j'aime cet endroit. » Cole porta leurs bagages à l'intérieur tandis que Marlo descendait vers l'eau. La maison semblait différente, sachant que c'était peut-être le dernier endroit qu'il voyait, mais les caméras cachées installées par l'équipe de Mark lui donnèrent confiance. Tout serait enregistré. « Tu veux commencer le dîner ?» appela Cole. « Tu cuisines. Je vais ouvrir du vin. » Cole s'affairait dans la cuisine à préparer des steaks pour le grill. Par la fenêtre, il observait Mara sur la terrasse. Son téléphone était collé à son oreille, trop loin pour entendre les mots, mais son langage corporel semblait urgent. Lorsqu'elle revint à l'intérieur, ses joues étaient rouges. « Tout va bien ?» demanda Cole. « Juste des trucs de travail ? Tu sais comment c'est. » Elle se dirigea vers le casier à vin et choisit une bouteille de rouge. Cole observa ses mains tandis qu'elle l'ouvrait, guettant tout mouvement inhabituel. Elle versa 2 verres et lui en apporta un. « À nous » dit-elle en levant son verre. « À la vérité » répondit Cole. Ils trinquèrent. Mara but aussitôt. Cole fit semblant de siroter tout en évitant le liquide de ses lèvres. « C'est agréable » dit Mara. « Rien que nous deux. Pas de distraction. » « Pas de distraction » acquiesça Cole. Ils dînèrent sur la terrasse tandis que le soleil se couchait sur l'eau. Mara remplissait sans cesse le verre de vin de Cole, l'encourageant à boire. Chaque fois, il trouvait le moyen d'éviter de le consommer, en renversant un peu lorsqu'il faisait un geste, le laissant reposer pendant qu'il parlait. « Tu as l'air tendu » observa Marlo. « Tu te sens bien ? » Juste fatigué. Longue semaine. Tu devrais peut-être t'allonger après le dîner. Te reposer un peu. Cole vit sa main se poser sur son téléphone. Un texto rapide, puis retourner à son vin. Ça a l'air bien, dit-il. J'ai sommeil. Ce qui était vrai, non pas à cause du vin, mais à cause de la montée d'adrénaline qui accompagnait les longues périodes d'alerte. Son corps avait besoin de repos, mais son esprit restait vif. Ils rentrèrent à l'intérieur tandis que la nuit tombait. Cole s'allongea sur le canapé, feignant de bâiller. « Je vais peut-être fermer les yeux quelques minutes, dit-il. Fais-le. Je vais ranger la cuisine. » Cole se positionna de manière à pouvoir observer Mara à travers ses yeux mi-clos. Elle se déplaçait silencieusement, efficacement, faisant la vaisselle et rangeant les choses. Puis elle sortit son téléphone et monta sur la terrasse arrière. À travers les portes vitrées coulissantes, Cole entendit des fragments. Il commence à somnoler. Oui, ce soir 23 heures. Elle rentra et s'assit sur la chaise en face de lui. Pendant 1 heure,
elle fit semblant de lire tandis que Cole faisait semblant de dormir. Le silence s'étendit entre eux, lourd de connaissances non dites. 23h10, les phares balayèrent les vitres de devant. Mara se leva rapidement, puis se reprit et avança avec plus de prudence. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit avant que quelqu'un ne frappe. « Tu fais du bon temps » murmura-t-elle. Cole reconnut la voix de Jesse. « Il est sorti ?» ?»« Mort au monde. » »« Allez. » Jessirin envahit l'embrasure de la porte comme une menace incarnée. Il était plus costaud que ne le laissait supposer sa photo, avec le genre de muscle né d'une séance de gym intense et d'une violence occasionnelle. Son regard parcourut la pièce avant de se poser sur la silhouette immobile de Cole. « Tu es sûr qu'il est inconscient ?» demanda Jesse. « Je te l'ai dit. J'en ai mis assez dans son vin pour faire tomber un cheval. » Cole lutta pour garder une respiration régulière et les yeux fermés. « Le vin ?» Elle but dans son verre à un moment donné, probablement pendant qu'il faisait griller les steaks. « Bien. Où veux-tu faire ça, le lac ?» On fait comme s'il était tombé à l'eau, s'était cogné la tête contre le ponton, s'était noyé inconscient. Je dirais que je dormais, je n'ai rien entendu. Jesse se rapprocha du canapé. Cole sentit la présence de l'homme comme une ombre. Il n'a pas l'air si ivre que ça. Crois-moi, Cole n'a jamais supporté l'alcool. Et avec les pilules, je me suis effondré. La voix de Mara exprimait une certaine satisfaction. Il ne se réveillerait pas de sitôt. Et l'assurance vie ? 2 millions au total. 1 pour la mort accidentelle, le double pour la noyade. L'eau la rend propre. Jesse grogna d'approbation. Aidez-moi à le relever. Ils prirent chacun un bras de Cole et le hissèrent sur ses pieds. Cole laissa son corps se relâcher complètement, les forçant à supporter tout son poids. Son entraînement militaire lui avait appris à faire le mort pour survivre à la capture. Ces techniques lui servent maintenant. Mon Dieu, il est lourd, murmura Jesse. Mets-le simplement à l'eau. Ils tirèrent du charbon par la porte coulissante et le posèrent sur le pont. L'air de la nuit était frais sur son visage, et il sentit l'eau du lac en contrebas. En d'autres circonstances, cela aurait été paisible. C'est profond, ici, demanda Jesse. Assez profond ? Et le courant l'emportera loin du quai. Ils déposèrent Cole au bord du pont, les pieds pendants. Au-dessus de l'eau. Jesse sortit son téléphone et vérifia l'heure. 11h47, combien de temps avant d'appeler la police ? J'attendrai jusqu'au matin. Sad se réveilla et ne le trouva pas. Ça laisse le temps au corps de dériver. Cole sentit les mains de Jesse sur ses épaules, prêt à pousser. Ça y était. Soit l'équipe de Mark bougeait, soit Cole allait à l'eau. Des projecteurs éclairaient la propriété. La police. Personne ne bougeait. Jesse se tourna vers la voie, ses mains quittant les épaules de Cole. Cole reprit ses esprits. Il s'éloigna du bord de la terrasse tandis que des silhouettes armées émergeaient de l'allée boisée. « C'est quoi ce bordel ?» sursauta Jesse. Cole attrapa le poignet de Jesse et le tourna, profitant de la surprise et de l'élan de l'homme pour le retourner face contre terre sur la terrasse. Des années d'entraînement au corps à corps reprirent le dessus tandis que Cole appliquait une prise de soumission. Le bras de Jesse se pliait à un angle impossible. « Bouge et je te casse », dit doucement Cole. Mara resta figée, bouche bée sous le choc. « Cole, mais tu l'étais. Comment allez-vous » Réveillé, sobre. Cole maintint la pression sur le bras de Jesse tandis que les adjoints les encerclaient. « Je ne bois plus de vin, Mara. Tu n'as pas remarqué » Mark Ellison apparut sous les projecteurs. Son arme dégainée, mais pointée vers le bas. Jessirin. Mara Maddox. Tu es en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre. Tu ne peux rien prouver. Dit Mara, mais sa voix tremblait. Mark brandit un petit enregistreur. On peut tout prouver. Chaque mot, chaque plan, chaque mensonge. Tout est enregistré. Cole relâcha Jesse tandis que 2 adjoints s'approchaient, menottés. Jesse tenta de résister, lançant un coup de poing sauvage que Cole évita facilement. Les adjoints le plaquèrent au sol et le menottèrent tandis qu'il jurait et se débattait. Marlowe fut menottée plus doucement, mais elle résista tout aussi fort avec des mots. C'est de la séduction. Tu m'as piégé, Cole. Comment as-tu pu me faire ça ? À nous ? Cole se releva lentement, se frottant l'épaule où Jesse l'avait attrapé.
Il n'y a pas de « nous », Mara. Il n'y en a jamais eu. Juste toi qui m'utilisais jusqu'à pouvoir me tuer. Je t'aime. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Tu aimes mon assurance vie. Ce n'est pas la même chose que les policiers qui l'ont emmené. Marlowe lança un regard désespéré à Cole. Je peux tout expliquer. On peut arranger ça. Cole les regarda la charger dans la voiture de patrouille sans expression. Lorsque les feux arrière disparurent dans l'obscurité, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix. La salle d'interrogatoire du département de police de Raleigh sentait le café rassis et les rêves brisés. Cole était assis en face de l'inspectrice Lisa Wang. Mark Ellison à côté d'elle pendant qu'il relisait sa déclaration une dernière fois. Parlons du téléphone. L'inspecteur Wang a dit, comment avez-vous connu le mot de passe de Mara, la date d'anniversaire de son frère? Elle l'utilisait pour tout ce qui était important pour elle et vous en avez copié tout le contenu. Tout. SMS, messages vocaux, photos, journaux d'appel. Tout est documenté. L'inspecteur Wang a consulté ses notes. La police d'assurance. Quand votre femme en a-t-elle parlé pour la première fois? Il y a 3 mois. Elle a dit que nous avions besoin d'une meilleure couverture, Briard vieillissant. Je n'y ai pas beaucoup prêté attention sur le moment, mais maintenant, je sais qu'elle préparait mon meurtre. La porte s'est ouverte et Mark est entré avec un dossier en papier craft. Les résultats du laboratoire. Il a dit que le verre de vin était positif au rohypnol et à l'alcool ambiant écrasé. De quoi tuer quelqu'un de la taille de Cole s'il en avait consommé. Cole a hoché la tête. Il s'y attendait. Et Cléo Bellamy? A-t-il demandé. Arrêtez ce matin. Ces relevés téléphoniques montrent de nombreuses communications avec votre femme au sujet du projet. SMS, appels vocaux, même une réunion au restaurant où ils ont discuté du timing. Elle parle comme une rivière, essayant de conclure un accord en abandonnant. Tout ce qu'elle sait. L'inspectrice Ang referma son carnet. Monsieur Maddox, sachez que votre décision de collaborer avec les forces de l'ordre vous a probablement sauvé la vie, et peut-être celle d'autres personnes. Votre femme avait une autre police d'assurance pour votre fille. La pièce devint froide. Cole sentit une vague de danger le saisir. Combien? 500 000. Retraité il y a 6 semaines. Les poings de Cole se serrèrent. Elle allait aussi tuer Brier. Nous n'en sommes pas certains, mais la police existe. Mark se pencha en avant. Cole, je veux que vous restiez calme. Nous les avons. Tous. Ils ne s'en sortiront pas. 3 jours plus tard, Cole était assis dans la galerie du tribunal, assistant à la mise en accusation de sa femme. Marlowe portait une combinaison orange et des menottes. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle paraissait plus petite, diminuée sans sa façade soigneusement construite. Les chefs d'accusation étaient complot en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre, fraude à l'assurance et faux rapport de police. Le procureur a requis la non-liberté, invoquant un risque de fuite et la gravité des faits. Des crimes. L'avocat commis d'office d'Amara a plaidé pour une réduction de la caution, affirmant qu'elle était un pilier de la communauté sans antécédent judiciaire. Votre honneur, a rétorqué le procureur. L'accusée avait planifié le meurtre de son mari pendant des mois. Elle a sollicité l'aide de son amant et de sa meilleure amie. Elle a drogué la victime avec suffisamment de sédatifs pour le tuer, puis a tenté de la noyer pour réclamer une indemnité d'assurance de 2 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel. C'était un acte froid, calculé et prémédité. Le juge a examiné le dossier. Compte tenu des preuves présentées et de la nature des accusations, la libération sous caution est refusée. L'accusé restera en détention dans l'attente de son procès. Mara se retourna sur sa chaise, scrutant la galerie jusqu'à ce qu'elle trouve Cole. Ses yeux étaient rouges de larmes, sa bouche remuant silencieusement. Cole ne savait pas si elle disait « Je suis désolé » ou « Je t'aime ». Peu lui importait, il se leva et quitta la salle d'audience sans un regard en arrière. Jay Sirin plaida coupable 2 semaines plus tard en échange d'une réduction de peine. 25 ans sans libération conditionnelle. Il purgerait chaque jour de sa peine. La coopération de Cléo Bellamy lui valut 8 ans de prison. Elle fournit des enregistrements de conversations avec Mara, des copies de SMS, et même des reçus de leur réunion de planification. Son témoignage serait crucial au procès. Cole passa ses semaines à se préparer.
Il rencontra les procureurs, examina les preuves, fit des dépositions. La machine judiciaire avança avec une efficacité méthodique. Brier rentra de Virginie, changé, plus calme, plus réfléchi. Elle posa des questions directes sur ce qui s'était passé, et Cole lui donna des réponses directes. Elle méritait la vérité, même les moments les plus sombres. « Ça va, papa » demanda-t-elle un soir alors qu'ils mangeaient une pizza dans leur cuisine. « Je vais bien. Et toi ? » ? « Je crois que oui. C'est bizarre, tu sais, d'être soulagé que ta mère ait tenté de tuer ton père. » « Ouais, c'est bizarre. » « Seras-tu triste quand elle ira en prison ? » Cole réfléchit attentivement à la question. « Je serai triste de ce qu'elle aurait pu être, mais pas de ce qu'elle a choisi d'être. » Brier hocha la tête, comme si cela lui semblait logique. Acte 2 dans l'acte 3. Victoire en a vu un. Le procès. La salle d'audience était bondée pour le premier jour du procès de Mara Maddox. Les médias locaux avaient repris l'histoire. Une femme de banlieue complote le meurtre de son mari pour l'argent de l'assurance, et la galerie du public bourdonnait de conversations chuchotées. Cole était assis au premier rang, vêtu de son plus beau costume et l'air calme. Brier n'était pas présente. Elle témoignerait dans le cabinet du juge, loin de l'atmosphère du cirque. La procureure Patricia Wells a ouvert le procès par une déclaration claire et accablante. Mesdames et messieurs les jurés, cette affaire porte sur la cupidité, la trahison et la tentative de meurtre. Au cours de la semaine prochaine, vous entendrez des témoignages selon lesquels l'accusée, Marla Maddox, a planifié et tenté de tuer son mari, Cole Maddox, pour toucher une indemnité d'assurance de $2 millions. Vous entendrez ses propres paroles enregistrées sur son ordinateur. Son propre téléphone, discutant de la meilleure façon de le tuer. Vous verrez des relevés bancaires montrant l'argent versé à son complice. Vous entendrez les témoignages de témoins ayant participé à la planification de ce crime et vous constaterez que seule l'intervention de la police a empêché un meurtre de sang-froid. L'avocat de Mara, James Kirkwood, a adopté une approche différente. Ma cliente est elle-même une victime d'un mariage violent, piégée dans une relation avec un ancien soldat autoritaire qui surveillait ses moindres faits et gestes. Oui, elle a eu une liaison. Oui, elle a fait de mauvais choix. Mais les preuves montreront qu'elle a été manipulée par Jay Sirin, un homme aux antécédents violents qui l'a convaincu que son mari était dangereux. Ma cliente n'a jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Cole a écouté la plaidoirie de la défense sans changer d'expression. Ils allaient le dépeindre comme le méchant, faire de Mara la victime. Il s'y attendait. Le dossier de l'accusation s'est déroulé méthodiquement. Relevé bancaire, relevé téléphonique, images de sécurité, preuves médico-légales. Chaque élément de preuve s'est ajouté au précédent, créant une chaîne de culpabilité indestructible. L'inspecteur Hang a témoigné sur enquête, présentant au jury les preuves découvertes par Cole et l'opération d'infiltration au lac. Le téléphone de l'accusé contenait le plan détaillé du meurtre de son mari. L'inspectrice Hong a expliqué les SMS échangés avec son complice sur le timing, les messages vocaux échangés avec son ami sur le versement de l'indemnité d'assurance, et un brouillon de messages qui disait « Il est temps. Une fois qu'il aura bu, je dirais que c'était un accident. » Les polices d'assurance sont actives. Le procureur a diffusé les enregistrements du lac. Le silence s'est installé dans la salle d'audience tandis que la voix de Mara résonnait. Mort au monde. J'en ai mis assez dans son vin pour faire tomber un cheval. Le lac. On fait comme s'il était tombé. Il s'est cogné la tête contre le quai. Noyé inconscient. 2 millions au total. 1 pour mort accidentelle. Le double pour noyade. Plusieurs jurés semblaient visiblement perturbés. Mara gardait les yeux baissés, refusant de regarder le froid le troisième jour. Cole a témoigné. Monsieur Maddox, a commencé Dawells, veuillez parler au jury de votre mariage avec l'accusé. Nous nous sommes mariés il y a 8 ans. Nous avons eu une fille. Je pensais que nous étions heureux. Qu'avez-vous soupçonné en premier? Quand ma fille m'a dit avoir vu sa mère amener un homme chez nous la nuit. Quand elle m'a dit que sa mère souhaitait que je disparaisse. Qu'avez-vous fait de cette information? J'ai enquêté. J'ai trouvé des preuves d'une liaison, d'irrégularité financière et, finalement, d'un projet de meurtre. Avez-vous confronté votre femme à ces preuves? Non. J'ai collaboré avec les forces de l'ordre pour monter un dossier et protéger ma fille. Aviez-vous peur? Cole marqua une pause, réfléchissant, oui, mais pas de mourir.
J'avais peur de ce qui arriverait à ma fille s'il réussissait. L'avocat de la défense contre-interrogea Cole avec agressivité, tentant de le dépeindre comme paranoïaque et autoritaire. N'est-il pas vrai, monsieur Maddox, que vous surveillez les moindres faits et gestes de votre femme? Je l'ai surveillée après avoir découvert qu'elle mentait sur ses allées et venues et qu'elle préparait mon meurtre. Vous avez piraté son téléphone privé. J'ai trouvé des preuves d'un crime en cours. Vous avez monté une opération d'infiltration élaborée pour la piéger. J'ai collaboré avec la police pour empêcher mon propre meurtre et rassembler des preuves d'un complot. N'auriez-vous pas pu simplement demander le divorce? Cole regarda l'avocat de la défense droit dans les yeux. On ne divorce pas de quelqu'un qui projette de vous tuer. On l'en empêche. Cléo Bellamy témoigna le 4e jour. Elle paraissait petite et effrayée dans le fauteuil du témoin. Rien à voir avec la femme confiante dont Cole se souvenait des dîners. Veuillez raconter au jury vos conversations avec l'accusé au sujet de son mari. Le procureur demanda que la voix de Cléo tremble. Mara dit que Cole la gênait et l'empêchait de commencer sa nouvelle vie avec Jessie. Jusqu'à la disparition de Cole. A-t-elle précisé comment elle comptait lever cet obstacle? Elle a dit que l'argent de l'assurance les protégerait à vie, qu'il suffirait que Cole ait un accident. Avez-vous encouragé ce plan? Cléo s'est mise à pleurer. Je pensais qu'elle se défoulait. Juste une colère. Je n'aurais jamais cru qu'elle le ferait. Mais vous étiez au courant de la police d'assurance? Oui. Et vous étiez au courant de Jessie Rhin? Oui. Avez-vous déjà suggéré à Madame Maddox de consulter un psychologue ou de divorcer plutôt que de se faire assassiner? Je sais que non. La défense a tenté de discréditer le témoignage de Cléo, suggérant qu'elle mentait pour réduire sa propre peine, mais les enregistrements parlent d'eux-mêmes. Brier a témoigné en chambre le 5e jour. Cole n'était pas présent, mais le procureur lui a dit plus tard que sa fille avait été courageuse et claire dans son témoignage. Elle a dit la vérité, a déclaré Dawes sur ce qu'elle avait vu, entendu et ressenti. Le juge a été impressionné par son sang-froid. Le 6e jour, la défense a appelé Mara à témoigner en sa faveur. Elle portait une robe bleue classique et un maquillage minimaliste, essayant de paraître innocente et compatissante. Sa voix était douce lorsqu'elle répondit aux questions de son avocat. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser Cole, dit-elle. Jessie m'a convaincu que Cole était dangereux, qu'il prévoyait de nous faire du mal, à moi et à Brier. J'avais peur. Pourquoi n'as-tu pas alerté la police si tu te sentais menacé? Jessie a dit qu'il ne me croirait pas, que le passé militaire de Cole les laisserait penser qu'il était la victime. Cole a regardé sa femme mentir sous serment avec la même expression calme qu'il avait gardée tout au long du procès. Les procureurs l'avaient préparé à cela. Lorsque la procureure Wells a commencé son contre-interrogatoire, le sang-froid de Mara s'est rapidement effondré. Madame Maddox, si vous pensez que votre mari était dangereux, pourquoi avez-vous souscrit une assurance pour lui? C'était l'idée de Jessie pour la sécurité financière. Une sécurité financière qui nécessitait la mort de votre mari. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire, vous avez témoigné que vous aviez peur de votre mari, mais les preuves montrent que vous l'avez drogué et tenté de le noyer. En quoi cela témoigne-t-il de la peur? Jessie a dit que c'était le seul moyen d'être en sécurité. Alors? Jessie Rhin, un homme que vous connaissiez depuis 4 mois, vous a convaincu d'assassiner le père de votre enfant. Il a dit que Cole nous ferait du mal si nous essayions de partir. Madame Maddox, votre mari vous a-t-il déjà frappé? Non, mais il vous a menacé. Pas directement, mais il a restreint vos mouvements. Il m'a posé des questions sur mes déplacements. Parce que vous mentiez sur vos déplacements, n'est-ce pas? Parfois, mais parce que vous aviez une liaison avec Jessie Rhin. Oui. Et que vous projetiez d'assassiner votre mari? La voix de Mara se réduisit à un murmure. Oui. Le jury a délibéré pendant 4 heures. À leur retour, le président du jury s'est levé pour lire le verdict. Pour complot en vue de commettre un meurtre au 1er degré, nous déclarons l'accusé coupable. Pour tentative de meurtre au 1er degré, nous déclarons l'accusé coupable. Pour fraude à l'assurance au 1er degré, nous déclarons l'accusé coupable. Cole n'a ressenti aucune satisfaction, aucun soulagement, juste une reconnaissance discrète que justice avait été rendue. Le juge a fixé la date de la condamnation à la semaine suivante. Marlowe a été emmené. Menotté, sa famille pleurant dans la galerie. Elle jeta un dernier coup d'œil à Cole, le visage baigné de larmes.
Cole se leva et quitta la salle d'audience. C'était fini. Sentant le jour venu, il fallait tourner la page. Le juge examina les preuves et les déclarations des victimes avant de rendre son jugement. Madame Maddox, vos actes constituent la pire des trahisons. Vous avez planifié le meurtre de votre mari, le père de votre enfant, pour des raisons financières. Vous avez recruté des complices, vous avez drogué votre victime et vous avez failli commettre ce crime odieux. Le tribunal vous condamne à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. 30 ans. Marlo aurait 65 ans à sa sortie si elle avait vécu aussi longtemps. Brier aurait la quarantaine et une vie complètement séparée de sa mère. Cole avait préparé une déclaration des victimes, mais avait choisi de ne pas la lire. Tout ce qu'il avait à dire avait été dit dans son témoignage. Devant le palais de justice, les journalistes réclamaient des déclarations. Cole les ignora et rentra chez lui pour annoncer que lui et Brier déménageaient à Asheville, où elle avait trouvé une maison près de son centre d'entraînement. Un nouveau départ dans les montagnes, loin des souvenirs et de l'attention médiatique. Êtes-vous enthousiaste à propos de la Caroline du Nord, demanda Cole tandis qu'il chargeait des cartons dans le camion de déménagement. Oui, les montagnes sont magnifiques. Brier scotcha un autre carton. Ça ira? Financièrement, je veux dire. Cole lui avait expliqué leur situation financière en termes adaptés à leur âge. Ça ira. J'ai un nouvel emploi en vue et nous aurons de quoi vivre confortablement. Quel genre de travail? Je lance un programme appelé Iron Branch. J'enseigne les techniques de survie et la sécurité aux vétérans et aux jeunes traumatisés. Brier a considéré cela comme ce que nous avons vécu, exactement comme nous, aider les gens à se protéger et à reconstruire leur vie. Leur nouvelle maison se trouvait sur un terrain de 2 hectares à l'extérieur d'Asheville, avec vue sur les montagnes et suffisamment d'espace pour que Brier puisse recevoir des amis sans se soucier des voisins. Cole l'avait choisi pour ses caractéristiques de sécurité, sa bonne visibilité, sa route d'accès unique, son périmètre défendable et ses vieilles habitudes héritées d'une autre guerre. Il les a aidés à s'installer et, en un mois, Iron Branch était opérationnel. Les premiers clients de Cole, il y avait 3 jeunes vétérans souffrant de TSPT et 2 adolescents dont les parents avaient été tués lors d'un incident de violence conjugale. Il leur a enseigné la connaissance de la situation, l'évaluation des menaces, la collecte de preuves et la planification d'urgence. Des compétences pratiques intégrées à la guérison émotionnelle. On ne peut pas empêcher les mauvaises choses d'arriver, a-t-il déclaré lors de son premier cours. Mais on peut apprendre à reconnaître le danger tôt et à s'en protéger. Brier s'est épanouie dans sa nouvelle école. Elle s'est rapidement fait des amis et a rejoint l'équipe de football. Certains soirs, Cole la regardait jouer et s'émerveillait de sa résilience. Il parlait parfois de Mara, mais rarement. Brier n'avait aucune envie de rendre visite à sa mère en prison ni de maintenir le contact. Cole n'insistait pas, elle a fait ses choix, a déclaré Brier un soir. Maintenant, c'est à nous de faire les nôtres. Cole lui avait bien appris. 6 mois après le procès, Cole a obtenu la garde exclusive de Brier et une ordonnance de protection permanente interdisant à Mara de les contacter. Même depuis la prison, elle avait essayé d'envoyer des lettres. Le tribunal y a mis fin. La vie a pris un nouveau rythme. Travail, école, dîner ensemble, aide aux devoirs, randonnée en montagne le week-end. Normalité. Ils avaient une vie meilleure, mais avec une appréciation de sa valeur qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Cole n'avait jamais eu de rendez-vous. Il se concentrait sur Brier et son travail, construisant quelque chose de positif sur les ruines de son mariage. Peut-être qu'un jour il confierait ça. Vie à quelqu'un d'autre, mais pas encore. Certaines blessures avaient besoin de temps pour guérir complètement. L'appel est arrivé un mardi matin de mars, 8 mois après le procès. Cole était dans son bureau à Iron Branch en train d'examiner les candidatures pour le programme d'été lorsque son téléphone a sonné. Monsieur Maddox, je suis Catherine Pierce de Meridian Financial Service. J'étais la conseillère financière de votre ex-femme. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de vous rencontrer en personne. Il y a quelque chose concernant les comptes de votre ex-femme que vous devez savoir. Cole a accepté de nous rencontrer dans un café du centre-ville d'Asheville. Catherine Pierce était une femme sérieuse d'une 50aine d'années, à l'attitude prudente, qui gérait l'argent d'autrui avec professionnalisme. Monsieur Maddox, je tiens à préciser que je n'avais aucune connaissance des activités criminelles de votre ex-femme. Si j'avais eu connaissance, si j'avais su, j'aurais immédiatement contacté les autorités. Compris. Que vouliez-vous me dire?
Catherine a ouvert une mallette et en a sorti un épais dossier. Votre ex-femme possède plusieurs comptes chez nous. Portefeuille d'investissement standard, fonds de retraite, ce genre de choses. Mais la semaine dernière, en clôturant ses comptes suite à sa condamnation, nous avons découvert quelque chose d'inhabituel. Elle a remis à Cole un relevé bancaire, un compte fictif enregistré sous le nom de MJ Holdings. Votre ex-femme en était l'unique bénéficiaire. Cole a parcouru les chiffres. Son sang s'est glacé pour $100 000 accumulés sur 3 ans. De petits transferts au début, puis des montants plus importants à mesure qu'elle prenait confiance. Tout remontait à vos comptes joints, au fonds d'études de votre fille, et même à votre épargne retraite. Cole a regardé le relevé. Elle nous vole depuis 3 ans. J'en ai bien peur. La bonne nouvelle, c'est qu'en raison de sa condamnation pour fraude et du fait que l'argent a été obtenu par des activités criminelles, vous et votre fille êtes désormais les bénéficiaires légaux. Cole a déposé les papiers pour $100 000. De l'argent qu'il pensait. L'argent avait disparu à jamais. L'argent que Mara avait volé pour financer sa nouvelle vie avec Jesse. Quelle est la procédure de récupération? Mon cabinet a déjà entamé les démarches administratives. Vous devriez avoir accès aux fonds sous 30 jours. Ce soir-là, Cole était assis avec Brié à leur table de cuisine. Le relevé bancaire s'est répandu entre eux. Elle a volé notre argent pour payer les frais de son petit ami, a dit Brié d'un ton neutre. Et maintenant, on le récupère parce qu'elle s'est fait prendre. C'est à peu près tout. Que allez-vous en faire? Cole y a réfléchi tout l'après-midi. La moitié est versée dans votre fonds pour vos études. L'autre moitié, à Iron Branch. Une partie et l'autre à une association qui aide les victimes de violences conjugales. Brié a hoché la tête. C'est bien. Transformer un mal en bien. Exactement. Un mois plus tard, Cole se tenait devant une salle remplie de journalistes et de responsables locaux lors de l'inauguration du nouveau centre d'Iron Branch. Le programme élargi servirait 2 fois plus de clients, avec des conseillers professionnels et des partenariats avec les forces de l'ordre de la région. Je n'ai pas simplement survécu à ce qui est arrivé à ma famille, a déclaré Cole à la foule. Je l'ai démantelé. Petit à petit, et maintenant j'apprends aux autres à faire de même. La journaliste de l'Asheville Citizen Times leva la main. Quel est votre message aux autres personnes qui pourraient se trouver dans des situations similaires? Cole repensa à cette nuit au lac, au mois de peur et de planification, au courage de Briard qui s'exprimait. Fiez-vous à votre instinct, rassemblez des preuves, travaillez avec des professionnels et ne sous-estimez jamais vos capacités lorsqu'un être cher est menacé. Après la cérémonie, Cole et Brié rentrèrent chez eux en voiture à travers les montagnes. Le printemps arrivait en Caroline du Nord et les arbres commençaient à bourgeonner. Papa. Oui, je suis fier de toi pour tout ce que tu as fait pour nous protéger. Cole tendit la main et serra celle de sa fille. Je suis fier de toi aussi, d'avoir eu le courage de me dire la vérité. Ils parcoururent le reste du chemin dans un silence confortable. 2 survivants rentrant chez eux à travers les montagnes, leur avenir enfin à construire. Les lumières d'Asheville scintillaient dans la vallée. Et devant eux, la route s'étendait claire et lumineuse sous les étoiles.